Lettre 79 de Sénèque à Lucilius. J'attends des lettres de toi, me signalant ce que ta tournée dans tout le pays de Sicile t'aura fait voir de nouveau, et tout ce que l'on a de positif sur Charybde. Quant à Scylla, ce n'est qu'un roc qui n'effraie pas les marins, je le sais parfaitement, mais Charybde répond-elle aux histoires qu'on en fait? Je voudrais bien que tu me le dises, tout au long. Si par hasard tu t'es livré à des observations sur place, et le phénomène mérite l'attention de l'observateur, éclaire-nous sur cette question. Est-ce sous l'action d'un vent particulier que se creusent les gouffres, ou bien tout courant atmosphérique peut-il déterminer le tournoiement? Faut-il croire que tout ce que saisit le tourbillon du détroit est entraîné sous les eaux l'espace d'un certain nombre de milles et ne reparaît que sur la côte de Taormine? Quand tu m'auras écrit là-dessus en détail, je me risquerai à te demander de faire en mon honneur l'ascension de l'Etna, qui se consume et s'affaisse continuellement, au dire de certains, qui se réclament du fait qu'autrefois on le voyait de plus loin en mer. Ceci peut provenir non de ce que la montagne descend, mais de ce que ces feux raréfiés se projettent avec moins de force dans un champ plus étroit, et dégagent de jour, pour la même raison, une fumée moins active. Au reste, il est également croyable ou que la montagne, journellement dévorée par le feu, se ravale, ou qu'elle demeure stationnaire parce qu'en fait, il ne ronge pas le volcan. Engendré dans quelque repli souterrain d'où il sort en torrent, il trouve sa pâture ailleurs que dans la montagne qui lui sert non d'aliment, mais de soupirail. Il y a en Lycie une région célèbre qu'on appelle là-bas le pays d'Héphaestion. C'est un sol perforé à maintes places et entouré d'une ceinture de feux inoffensifs qui n'endommagent en rien ses productions. Le pays est riche et couvert d'herbages, et cette série de flammes n'y brûle rien, elle ne fait qu'émettre des lueurs amorties et languissantes. Mais laissons pour l'instant ces questions, pour les reprendre quand tu m'auras écrit. À quelle distance du cratère s'étendent ces neiges que l'été même ne fond pas, tant il est vrai qu'elles échappent à l'action du foyer volcanique voisin. Toutefois, garde-toi de me compter ton dérangement comme un service personnel. Ta passion poétique t'y porterait, quand tu n'en serais chargé par personne. Il y a fort à parier que tu vas faire dans le poème que tu médites une description de l'Etna. Aborder, toi aussi, une matière qui attire tous les poètes. Ovide l'a traité, sans se laisser arrêter par la réalisation de Virgile. Cornelius Severus n'a pas reculé à son tour devant ces deux noms. Au surplus, le sujet a apporté bonheur à tout ce qui l'a tenté, et les premiers qui étaient venus n'ont pas accaparé ce qu'on pouvait en dire, mais ils ont ouvert une mine. La différence est grande entre une matière usée et une matière déjà travaillée par d'autres. Celle-ci s'enrichit de jour en jour et les inventions anciennes ne sont pas une gêne à qui est fait pour inventer. D'autre part, le mieux avantagé, c'est le dernier venu. Il trouve tout près un fond d'expression qui, différemment agencé, offre une physionomie nouvelle. Ce n'est point là mettre la main sur le bien d'autrui, car elles sont du domaine public. Ou je ne te connais pas, ou l'Etna te fait déjà venir l'eau à la bouche. Tu aspires à composer quelque grand ouvrage égal à ce qu'ont produit tes devanciers. Espérer plus contrarierait ta modestie, qui est telle que tu refoulerais, je crois, ta verve et ton talent, si tu courais le risque de l'emporter, tant tu as le respect de tes prédécesseurs. Voici un des multiples avantages de la sagesse. Ces adeptes ne peuvent l'emporter les uns sur les autres que dans leur période d'ascension. Le sommet atteint, tout est égal, pas d'accroissement possible, c'est fini. Le soleil pourrait-il ajouter à sa grandeur? La lune pourrait-elle s'étendre au-delà de son disque? La mer ne s'accroît pas, la voûte céleste conserve les mêmes contours, les mêmes dimensions. Les choses ne peuvent plus grandir quand elles ont atteint leurs proportions naturelles.
Tous ceux qui auront acquis la sagesse seront des pairs, des égaux. Chacun aura bel et bien ses qualités à lui, tel paraîtra plus affable, plus alerte, parlera plus facilement, plus éloquemment, mais la chose dont nous disputons, c'est cette vertu qui crée le bonheur, et qui est égale en tous. Se peut-il que ton Etna glisse et s'affaisse sur lui-même, que ce fier sommet qui apparaît de si loin au-dessus de la mer soit miné par l'action continuelle du feu? Je n'en sais rien. Ni flamme ni écroulement ne ravaleront la vertu. C'est la seule grandeur qui ne connaisse pas d'abaissement. Elle ne saurait être ni portée au-delà ni refoulée en deçà. Comme les corps célestes, elle est invariable dans sa grandeur. Travaillons à nous élever jusqu'à elle. C'est une large part de la tâche qui est déjà faite. Et, non pour parler net, c'est peu. Être un homme de bien, ce n'est pas valoir mieux que les pires. S'aviserait-il de vanter sa vue celui qui verrait à peine qu'il fait jour? L'homme pour qui le soleil luit à travers un brouillard, s'il est content pour l'instant d'avoir échappé aux ténèbres, ne jouit pas encore du bienfait de la lumière. Nous aurons le droit de nous féliciter lorsque notre âme, échappée à ces ténèbres dans lesquelles elle roule, au lieu d'avoir aperçu faiblement la clarté, sera toute inondée de jour en rentrant dans le ciel, sa patrie, lorsqu'elle recouvrera la place où le privilège de naître l'a mis d'abord. Son origine l'appelle là-haut. Elle y sera, même avant de quitter la prison du corps, quand, jetant loin d'elle ses vices, elle s'élancera, pure et légère, dans des réflexions sur les choses divines. Voilà, mon bien cher Lucilius, notre tâche préférée, voilà où il nous plaît de tendre de toute notre ardeur, inutile qu'un petit nombre d'hommes, inutile personne pour le savoir. La gloire est l'ombre de la vertu. Même en dépit d'elle, elle l'accompagnera. Mais comme l'ombre marche tantôt devant nous et tantôt derrière, ainsi la gloire quelquefois nous précède et s'offre au regard quelquefois, vient après nous, plus tardive, mais d'autant plus grande, l'envie s'étant retirée. Pendant combien d'années Démocrite a-t-il passé pour fou? La renommée fit des difficultés pour accueillir Socrate. Combien de temps Caton ne fut-il pas méconnu de ses concitoyens? Ils le rejetèrent. Ils ne le comprirent qu'après l'avoir perdu. L'innocence et la vertu de Rutilius seraient enfouies dans l'ombre sans l'injustice qu'il a subie. L'outrage l'a fait resplendir. Ne doutons pas qu'il n'ait rendu grâce à sa destinée et chéri son exil. Je parle de personnages que les avanies de la fortune ont tout de suite illustrés. Combien dont l'importance n'est venue au grand jour qu'après leur disparition? Combien de noms négligés par la renommée puis exhumés par elle? Vois Épicure, si admiré non seulement des gens d'étude, mais de la masse ignorante. Il était inconnu même à Athènes, or c'est dans la banlieue de cette cité qu'il cachait sa vie. Bon nombre d'années après la mort de Métrodore, tout à la fin d'une lettre où il chante avec une reconnaissance expressive l'amitié qui les unissait, il remarque que leur félicité si grande n'avait rien perdu à ce que cette Grèce si fameuse les eût traités comme des inconnus, jusqu'à ignorer presque leur nom. Et bien après qu'il eut cessé d'être, n'a-t-on pas su le découvrir? Sa doctrine ne s'est-elle pas affirmée avec éclat? Métrodore déclare de son côté dans une lettre qu'Épicure et lui ne sont pas parvenus précisément à la notoriété, mais qu'après Épicure et lui, un grand nom était assuré auprès de la postérité à ceux qui voudraient marcher sur leurs traces. Aucune vertu ne demeure cachée, le fut-elle pour un temps, c'est sans inconvénient pour elle. Le jour viendra qui, des ténèbres où la malveillance des contemporains la tenait ensevelie, la tirera pour la manifester au monde. Il est né pour peu d'hommes, celui qui n'a en tête que les gens de son siècle. Des milliers d'années, des milliers de peuples viendront après nous. Tourne vers eux tes regards. Quand l'envie aurait imposé le mot d'ordre du silence à toute ton époque, d'autres se présenteront qui, sans prévention, sans complaisance, se feront tes juges. La récompense, grande ou petite, qu'est pour la vertu la renommée, et
non moins impérissable. Les éloges de la postérité ne nous toucheront pas, à vrai dire, mais tout aussi insensibles que nous serons, ils nous rendront un hommage répété par des milliers de voix. La vertu a toujours payé de retour, et de leur vivant, et après leur mort, ses fidèles. Pourvu seulement qu'ils fussent sincères, et que sans s'affubler pompeusement, sans se farder, ils se montrassent les mêmes quand le visiteur s'était annoncé, ou qu'ils les prenaient à l'improviste et au pied levé. Rien ne sert de se déguiser. Peu de gens se laissent prendre au vernis superficiel d'un extérieur d'emprunt. À la surface, comme au dedans, le vrai ne change pas. Les faux semblants n'ont point de consistance. Bien mince est le mensonge, et transparent quand on y regarde de près.